Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce n'est un secret pour presque personne. Le régime algérien a toujours été protégé par l'ami français. Je dis bien le régime algérien a toujours été protégé par l'ami français. Même si dans le discours officiel destiné à la multitude, la stigmatisation de l'ancienne puissance coloniale était devenue un moyen très rassembleur et très consensuel qui permettait d'entretenir ainsi l'idée que les barons du régime algérien étaient, par association d'idées, les dignes successeurs des révolutionnaires et donc ceux qui avaient libéré le pays du colonialisme et donc aussi et de facto les tuteurs légitimes de l'inépuisable fonds de commerce mémoriel. Une sorte de consensus tacite s'était mis en place entre l'ancienne puissance coloniale et le régime illégitime qui l'avait remplacé au pied levé dès l'indépendance. Ce dernier faisait semblant de tirer à boulet rouge sur le colonialisme français et d'exiger de la France la reconnaissance de ses crimes de masse et de tout le cortège de ce qui a été infligé au peuple algérien 132 ans durant. Curieusement, la repentance dont on parle tant n'a jamais été exigée officiellement par le régime algérien, jamais, mais plutôt par la société civile. Mais dans le même temps qu'ils usaient du juteux filon mémoriel, les dirigeants algériens n'oubliaient jamais, jamais au grand jamais, qu'une certaine France n'avait jamais quitté le tableau de bord, qu'elle avait droit de regard sur toutes les grandes décisions, qu'elle a toujours été le premier partenaire économique du pays, avant d'être dégradée par la Chine, qu'elle avait toujours permis de blanchir sur son sol, sur le sol français, les faramineuses sommes que les barons algériens pillaient régulièrement, que presque tous ces barons et leurs familles y disposent toujours d'un pied-à-terre, souvent somptueux, qu'ils y possèdent des biens en tout genre, qu'ils s'y soignent tous et leurs familles aussi, dans les meilleurs hôpitaux français, et autres privilèges qui vont presque de soi, puisque presque est aujourd'hui un mot à la mode qui est tout le temps, et presque tout le temps dans la bouche de M. Tebboune. Mais cette touchante proximité, toujours au détriment du peuple algérien, puisqu'elle est malsaine, chafouine, fondée sur la rapine et le bradage des richesses nationales, était étayée par d'autres collaborations autrement moins avouables, dans le domaine du sécuritaire, entre autres. Mais pas seulement. Tout le monde se rappelle comment l'assassin de Halim Sili avait été exfiltré par les autorités françaises vers l'Algérie, où il réside encore. Il avait été exfiltré alors qu'il était prouvé que c'était lui qui avait tué Halim Sili, et il fallait donc le mettre à l'abri pour qu'il ne soit pas jugé en France. Tout le monde connaît le rôle joué par le président Mitterrand dans le coup d'État de 1991. Et je passe sur le reste. Jusque dans l'affaire des moines de Tibérine, du détournement de l'avion d'Air France, des attentats contre le métro parisien, dans l'assassinat de l'archevêque d'Oran, dans l'assassinat des autres prêtres catholiques et autres affaires scabreuses qui n'ont pas été élucidées pour la bien commode raison d'État qui cache des connivences d'un tout autre ordre. Je recommande à ceux qui souhaitent se faire une idée sur cette question
de lire l'excellent ouvrage de Lounis Aggoun et Jean-Baptiste Rivoire, La France-Algérie, crimes et mensonges d'État. J'espère que nous aurons un jour l'occasion de revenir sur cette très ténébreuse question, ou plutôt sur ces très ténébreuses questions de cette très troublante connivence qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous pencher sur la toute récente et très longue interview accordée par le président Tebboune au journal français L'Opinion, un tout petit journal, soit dit en passant, où certaines déclarations laissent deviner un tournant dans les relations algéro-françaises, des déclarations qui posent vraiment question et dont nous allons parler avec nos invités. La Casa del Moradia sort des bois. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant d'en parler, je tiens à vous rappeler que notre confrère Abdelhaye Abdessameh a été jugé hier en appel à Tébessa, la cour de Tébessa, qui a confirmé donc cette cour sa première condamnation à 3 ans de prison. Et il lui reste 5 mois à purger.
et tout le monde aura compris que c'est le procès du journaliste qu'on a fait. D'ailleurs, en pleine audience et devant témoins, en présence de ses avocats, en présence de tout le monde. Le juge l'a très violemment interpellé, l'accusant de travailler dans une chaîne ennemie de l'Algérie, etc., etc., etc. Tout le monde a compris que c'était un procès contre son employeur, en fait, contre Ores TV, et tout le monde aura compris que c'est le procès d'un journaliste qui a eu lieu et pas autre chose. Alors, aujourd'hui avec nous pour parler de cette très étrange interview de M. Tebboune, mais pas seulement, Hamid Lellou, analyste politique, médiateur certifié et analyste dans la résolution des conflits. Hamid Lellou, merci d'être avec nous. Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, de 82 à 88, comme il nous a demandé de toujours le préciser, qui est avec nous depuis Paris. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous et bonsoir à vos invités. Merci à vous. Idir Noren, analyste politique qui refuse obstinément de se montrer dans le Skype, qui préfère être avec nous au téléphone. Idir Noren, merci d'être avec nous. J'apprécie votre bonne foi. Je n'ai pas pour habitude de me défiler. J'ai un problème sur le Skype. Je salue Brahim Younsi, votre invité, et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs d'Ores TV. Merci, Idir. Alors, Hamid Lellou, d'abord, merci encore une fois d'être avec nous. C'est la première fois que vous passez dans cette émission. Monsieur Tebboune, en l'espace de 2 semaines, puisque le 4 juillet, il avait accordé une interview à France 24, et puis maintenant à ce journal, L'Opinion. Très longue interview, il a dit plein de choses. Il semble qu'il y ait quelque chose comme du publi-reportage un peu, comme si c'était comme si on avait demandé à ces médias de donner un peu plus de visibilité au président algérien. Au président, on est obligé de l'appeler comme ça. À votre avis, qu'est-ce que tout cela cache? Ou qu'est-ce que tout cela signifie? Oui, comme vous l'avez bien affirmé, la communication est une science, c'est un art. Et quand vous communiquez à travers les médias ou à travers autre chose, vous vous adressez à une audience spécifique. Donc, Tebboune, quand il s'adresse à travers les journaux français et les médias français, il s'adresse en premier lieu au public français. Il s'adresse au gouvernement français parce qu'il se retrouve, et le régime avec lui, à la croisée des chemins, où maintenant, ils ont besoin d'une assise internationale beaucoup plus franche pour pouvoir avancer dans leur programme, parce qu'ils ont imposé cette transition, comme il l'a appelé d'ailleurs dans son interview, et maintenant il a besoin d'aide extérieure. Vu les circonstances dans le pays, les conditions économiques, les conditions sanitaires, le Hirak qui continue malgré la situation du Covid-19. Donc maintenant, c'est maintenant que jamais, il a besoin de l'apport extérieur. Et pour pas trop prendre la parole au début, j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il s'adresse à la France, mais il aimerait bien s'adresser aux autres puissances internationales, sachant que la France, contrairement à ce que beaucoup d'Algériens continuent à croire, n'a plus cette statut international. Ce n'est plus la France des années 60, 50, 40. La France, c'est un petit pays maintenant. Et la France aussi obéit à des pressions internationales, en particulier aux pressions américaines et russes. Et je peux vous dire que moi, je suis les événements à partir de Washington, D.C. Je peux vous dire que l'Algérie ou le régime algérien aimerait bien parler directement au Seigneur au lieu de passer par l'intermédiaire français. Donc, ils bougent beaucoup au niveau de Washington et à travers leur lobbying, en essayant d'avoir des contacts directs avec l'administration américaine au lieu de passer par l'administration française. Oui, mais il est de notoriété, j'allais dire, patente,
que le Maghreb est plutôt la chasse gardée de la France, avec l'accord des Américains, qui ne se mêlent quasiment presque jamais de façon sérieuse de tout ce qui concerne ces pays. C'est la France un peu qui est patron dans ces parages. C'est la France qui est l'agent qui s'occupe des affaires américaines dans la région. C'est juste pour une clarification pour vos auditeurs que c'est vrai que la France, elle est encore présente, mais je peux vous donner une preuve. Du point de vue logistique militaire, la France ne pourra et ne peut plus intervenir directement dans la région, même pendant comment dirais-je, Barkhane, les opérations Barkhane. Les capacités françaises et capacités opérationnelles, elles sont assez réduites maintenant. La logistique aérienne, l'intelligence à travers les drones ou les avions sans pilote, tout est américain. C'est à partir du Niger, c'est à partir des pays limitrophes. Donc la France ne peut plus intervenir directement dans la région sans l'aval, le soutien et l'apport des Américains. Et peut-être maintenant, d'ailleurs on en parlera plus tard, ce qui est en train de se passer, c'est que la donne ou l'équation a changé. Maintenant, la France s'est rendue compte qu'elle avait besoin de l'apport logistique et opérationnel de l'Algérie, qui dispose quand même d'une armée assez importante, surtout l'armée au sol. Et bientôt, on va apprendre des nouvelles qui vont choquer, particulièrement au niveau de la doctrine militaire américaine, algérienne, je veux dire, qui, dans peu de temps, elle va changer ou elle va autoriser l'armée algérienne à intervenir en dehors du territoire national. Il faut savoir que depuis l'indépendance, en dépit de tous les apports structurels, logistiques, matériels et humains qu'elle a apportés à tous les mouvements de libération, c'est la première fois dans peu de temps l'Algérie va commencer à intervenir à l'étranger. Et ça, c'est sous pression des Français qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus le faire parce que logistiquement, matériellement et humainement, ils ne peuvent plus le faire. Donc maintenant, ils veulent imposer à l'Algérie de faire ce travail comme il a été imposé par les Américains. Nous allons y revenir dans le détail. Brahim Younsi, pour apporter de l'eau au moulin de notre invité Hamid Lello, qui vient de dire oui, c'est destiné à la consommation de l'opinion publique française, surtout, c'est surtout pas aux Algériens. Et je pourrais apporter donc de l'eau à son moulin. Regardez ce qu'il dit, hein, Monsieur Tebboune. Il dit l'Algérie est un pays pacifiste, mais nos troupes pourront s'engager dans des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, notamment au Mali et dans d'autres pays africains. Il n'a pas cité nommément la Libye. Écoutez bien, là où on comprend que c'est vraiment pas destiné aux Algériens, parce que personne ne va avaler ce que je vais dire maintenant. Il dit, cependant, elles ne pourront, il veut dire les forces armées algériennes, elles ne pourront pas sortir sans obtenir l'aval et le contrôle du Parlement. Ah, vous imaginez, hein, Parlement algérien qui donc a un tel poids et qui peut dire non, 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 l'armée algérienne ne doit pas sortir, ou si, elle peut sortir. Brahim Younsi. Vous me permettez d'abord de dire, je ne vais pas dire que je connais vos positions par rapport à l'époque 62-65, mais vous le savez mieux que moi, que tout gouvernement qui serait arrivé au pouvoir en 1962 aurait été soumis aux accords d'Évian. Et les accords d'Évian étaient contraignants sur un certain nombre de choses. Néanmoins, le premier président de la République algérienne a remis en cause un certain nombre de questions, de dispositions, de clauses des accords d'Évian. D'abord, la défrancisation ou l'algérianisation, d'abord du droit. Ensuite, l'algérianisation de la monnaie, etc., etc. Un certain nombre de choses. Ce que je veux dire que au début de l'indépendance, nous avions une indépendance assez étroite par rapport aux accords que nous avons signés. Et ce n'est pas, il faut le dire, Ben Bella qui les avait signés, et c'est d'autres qui l'avaient signé. Je vais vous répondre très vite, Brahim Younsi, même si ce n'est pas le sujet. Vous voulez dédouaner un peu la période Ben Bella, qu'elle n'était pas un peu sous l'emprise du même État dont on est en train de parler. Je vous rappelle tout simplement
que si ce n'était pas De Gaulle, Ben Bella ne serait pas président. C'est un autre sujet. Vous le savez très bien, vous le savez parfaitement, comme le savent tout le monde. C'est des supputations. Mais pour revenir à votre question, moi je crois que lorsque un chef d'État algérien, même illégitime, comme les Tebboune et ses prédécesseurs, quand on s'adresse à la France, on ne peut pas ne pas s'adresser à l'Algérie. Donc quand il s'adresse à la France, il s'adresse aux Algériens, à l'Algérie. Mais il sait que les Algériens savent parfaitement que ce qu'il dit, c'est du bidon, c'est du pipeau. On peut pas faire avaler aux Algériens que le Parlement algérien peut autoriser l'armée d'assortir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais l'ensemble, il faut voir l'ensemble de l'interview, de l'entretien. Il s'adresse aussi, à travers ce journal, aux Algériens. Et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, lorsqu'il s'adresse à France 24, il s'est adressé aussi aux Algériens. La France n'a été, ou le journal français, n'a été que le vecteur pour s'adresser d'une autre manière également aux Algériens. Ce qui est frappant, moi je ne suis pas expert comme les monsieur Hamid Lello. Je ne suis pas un expert de la communication, mais ce qui est remarquable dans cet entretien, comme l'a été d'ailleurs l'entretien précédent qu'il a donné à France 24, et je reprends, permettez-le-moi, Cornelius Castoriadis, c'est l'insignifiance. C'est l'insignifiance confirmée du président de la République illégitime. Je n'y vois dans cet entretien que du vide, ou comme dirait Yankelevitch, le presque rien. Et il n'y a rien, pour reprendre sa propre expression, sur presque la Shoah. Son interview, c'est du presque rien. Justement, puisque lui, le mot presque revient tout le temps dans sa bouche, il est prêt à M. Macron d'avoir dit des effets criminels du colonialisme qu'ils ont été presque comme la Shoah. Est-ce que Macron a vraiment dit ça? Je n'ai pas ce souvenir d'ailleurs. Il a dit que il a parlé de crimes contre l'humanité, mais il n'a jamais dit que c'était presque la Shoah. À ma connaissance, je peux avoir oublié. Il avait une allusion, moi je me rappelle très bien, mais il n'a pas dit presque la Shoah, il n'a pas dit ça. Or, monsieur Tebboune, qui s'est exprimé en tant que président de la République, il a utilisé ce mot, il a dit presque la Shoah. C'est incroyable de prêter à son partenaire, j'allais dire, de son collègue, son homologue français, de tels... En tout cas, il serait fait lyncher, Macron, s'il avait dit ça. En tout cas, si je peux paraphraser encore Yankelevitch, c'est que lui qui parlait de la volonté de vouloir, je crois que le président illégitime algérien a montré sa non-volonté de vouloir. Il s'est mis effectivement, et vous l'avez souligné, et M. Hamid Lello l'a souligné également, c'est le fait qu'il s'en remet à chaque fois au chef de l'État français, qui pour lui est un homme nouveau, comme si Emmanuel Macron pouvait céder sur un certain nombre de choses. Or, il ne s'agit pas, dans les relations algéro-françaises, me semble-t-il, notamment sur la question de l'histoire et de la mémoire des hommes, parce qu'il cite François Mitterrand, il cite Jacques Chirac et François Hollande, qui aurait eu le tort de passer son service civil à l'ambassade. C'est un peu comme s'il a voulu le charger, sauf Macron. Hein. De Gaulle Mitterrand a ordonné qu'on guillotine Zabana, Chirac a fait son service militaire en Algérie, et François Hollande, comme il n'a rien trouvé à dire, il a passé son service civil à l'ambassade de France en Algérie, et pour faire mousser Macron, sauf Macron, nous dit-il, qui était trop jeune donc, et qui donc indemne de toute atteinte colonialiste. Le problème, ce n'est pas Emmanuel Macron ou Jacques Chirac ou François Hollande. Le problème, c'est l'histoire.
Et c'est l'histoire d'une colonisation et d'une histoire aussi officielle de la colonisation. Vous n'avez qu'à voir les enfants, et notamment les collégiens français, ce qu'ils apprennent sur la colonisation française en Algérie et sur la guerre d'Algérie. Et c'est cette question, c'est cette histoire officielle de la France qui est importante, et non pas les positions politiques ou les déclarations positives que peut faire un chef d'État à un moment donné ou à une époque donnée. Parce que l'histoire coloniale de la France reste la même. Il n'y a quasiment aucun changement dans la transmission de l'histoire de la France coloniale à ses citoyens, à ses enfants. Reste que la colonisation pour l'histoire officielle de la France est une colonisation positive, une colonisation qui a apporté, comme dirait quelqu'un, l'instituteur et le bistouri. Donc la civilisation, pour reprendre Engels, qui magnifie la civilisation, que la colonisation était une excellente chose parce que elle ramenait ou elle amenait la civilisation à un peuple ensauvagé. Voilà la question de l'histoire telle qu'elle se pose, et ce n'est pas les hommes, même s'ils font un moment ou un autre des concessions sur la question de la mémoire et de l'histoire. Alors, Idir j'aimerais d'abord vous poser une question avant de vous demander de nous dire votre sentiment sur cette curieuse interview. Le journaliste qui lui a posé des questions, donc est censé, si tant est qu'il ne connaît pas vraiment l'Algérie, si tant est qu'il ne sait pas que M. Tebboune n'a pas été élu mais imposé par l'armée, si tant est que ce journaliste n'a pas cherché à savoir que le taux de participation générale n'a pas dépassé les 10%, et que Tebboune a bénéficié d'une fraude massive. Alors, regardez ce qu'il lui pose comme question, le journaliste. Vous avez été élu sans l'aide du FLN et du RND, les deux grands partis du pays. Allez-vous créer une autre formation de la majorité? Alors, ce journaliste qui vient poser des questions, on va nous faire croire qu'il ne sait pas que le FLN et le RND ne pèsent rien, que ce sont de petits relais, et que ceux qui décident, c'est l'armée, c'est la junte, c'est les généraux. Quoi vous dire? Ça paraît sauter aux yeux que les partis dits politiques du FLN et du RND, ce ne sont que des appareils. Ce ne sont plus des appareils populaires comme post-indépendance, où les gens se reconnaissaient avant qu'il y ait la crise de 63 pour le multipartisme. Mais là, c'est un autre débat. Oui. Ce que je voulais dire par rapport à M. Leloup, c'est ça. Oui, quand il parlait de communication est un art, évidemment. En communication, c'est la force de la répétition qui fait la réputation, en règle générale. Et je fais une petite nuance avec lui quand il nous dit que c'est destiné à l'opinion française. Non, France 24 est une télévision confidentielle. Tout le monde le sait, c'est la télévision de la diplomatie, du Quai d'Orsay. Elle s'adressait plutôt aux Algériens qui la voient en nombre important. Quant aux médias de l'opinion, c'est M. Nicolas Bétou, c'est l'ancien directeur du Figaro, ses actionnaires sont Bernard Arnault et Bettencourt et compagnie. Il a un tirage assez correct et c'est un libéral. Assez correct, il tire à 42 000, 42 000 seulement, C'est sur le net. Oui. C'est sur le net surtout où il tire entre 42 000 et 50 000. Vous avez tout à fait raison, mon cher. Et c'est un journal qui se dit, dans sa propre présentation, pro-business. Il utilise ce terme, pro-business. Donc, tout à fait d'accord. Alors là, si on décortique l'interview de M. Tebboune, il me semble qu'il est, excusez-moi de le dire, ça va peut-être choquer, il est quand même d'une meilleure tenue que l'interview orale qu'il a passée à France 24. Vous me direz, il a dû avoir 40 conseillers qui ont travaillé dessus. Ça peut se comprendre. Il a parlé de mémoire. Il a assujetti la mémoire à la reprise des relations économiques. Donc il pose un préalable. Or, le problème de mémoire, je crois que Brahim l'a évoqué, le problème des mémoires, c'est une affaire de citoyens, en fait. La mémoire, en général, elle néglige un peu les détails, si vous voulez.
elle est sélective, chacun a vécu dans sa chair. On est dans la mémoire, on est dans l'affect. Mais la mémoire a besoin d'histoire aussi, car elle doit reposer sur des faits établis. Or, l'histoire, puisqu'il a nommé M. Benjamin Stora, spécialiste, parce que le concept de l'histoire mémorielle, c'est les années 80 que ça a commencé. Et ça, c'est très important à comprendre. L'histoire, c'est des faits. L'histoire, c'est des faits, c'est scientifique. L'histoire, elle ne juge pas, elle décrit. Va se poser un problème d'archives. Et si on paraphrase monsieur le grand ami à Brahim, notre cher Brahim, monsieur Harbi, en disant aïe, 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 les archives sont explosives. Maintenant, il faudra savoir qui va être nommé du côté algérien. Est-ce que ce sera un historien organique ou ce sera véritablement un historien académique qui ne sera là que pour reproduire les faits? Parce que eux ont parlé de mémoire, on pas parlé d'histoire. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Parce que le ressenti collectif est une et l'histoire en est une autre. Elles sont totalement imbriquées, bien évidemment. Oui, mais ce double discours, Idir Noren, quand c'est à destination locale, quand le régime s'adresse aux Algériens à travers ces relais, ces différents relais, surtout ceux qu'on appelle aujourd'hui les Nofambariya, Badissia, il tire à boulet rouge sur la France coloniale, sur cette France qui essaye de contrôler l'Algérie. Alors on nous la présente comme le monstre là, avec griffu, qui tient sa proie. Et quand c'est à destination à consommation française, il nous dit, voilà ce qu'il a dit aux journalistes, écoutez bien, hein, c'est fort de café, surtout entendu par une oreille Nofambariya. L'Algérie est incontournable pour la France et la France l'est pour l'Algérie. C'est quoi ce discours ambigu? C'est simplement le fait de nous matérialiser qu'on a une communauté de destin. Mais faudrait-il encore que la France officielle puisse montrer des gages de bonne volonté? Ce qu'il y a lieu de dire aussi, nous sommes plongés dans une condamnation sans équivoque par l'État profond, par l'instrumentalisation de la question coloniale, de la question de la mémoire, de la question de l'histoire, contre la France en règle générale. Il faut condamner sans réserve, fermement, l'ordre colonial français qui a commis effectivement des crimes contre l'humanité. Les enfumades de Bugeaud, Saint-Arnaud, et il y a des exemples à foison. Oui. Ça, il faut le condamner. Mais qu'on n'instrumentalise pas la question de la France par rapport au peuple français, en occultant qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui ont aidé la révolution algérienne. Il faut trouver un juste équilibre. Et cette question, évidemment, doit être réglée une bonne fois pour toutes, pour ne pas polluer les relations, non pas des relations d'être humain à être humain ou d'Algérien à Français, mais qu'elles ne soient plus instrumentalisées par l'État algérien et par certains aussi, il a raison de dire, certains lobbies français concernant notre communauté qui vit en France particulièrement. Il faut véritablement vider cette question. Oui, mais justement, justement, on dirait, on a l'impression que du côté français aussi, c'est comme si un peu ils aidaient leurs partenaires algériens à consommer ce fonds de commerce mémoriel au compte-gouttes un peu, hein, tout petit peu pour ne pas tout consommer d'un coup. Par exemple, je vous donne l'exemple des crânes de nos compatriotes qui étaient au Trocadéro. Ils en ont renvoyé quelques dizaines qu'on a inhumés dignement dans leur pays. Mais on ne nous a pas dit qu'il y a des centaines d'autres crânes dans les musées, mais pas seulement, chez des collectionneurs privés. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Nous les fourguer au compte-gouttes par dizaines? Alors moi, je pense que pour tout ce qui n'est pas logé, tout ce qui n'est pas dans les musées français, qui dépendent de l'administration française, il sera très très difficile d'avoir des crânes, des dépouilles
chez les particuliers. Là, mais la plupart sont, je crois, au Trocadéro. Hein. L'immense majorité des crânes et des dépouilles qui sont encore en France le sont dans le Trocadéro, je crois. Je ne suis pas sûr. Oui. Ce que je voulais dire, l'interview qu'il a donnée à l'opinion, donc au journal de Nicolas Bétou, est un journal libéral, économique et donc de business. Mais on oublie qu'il a dit dans l'interview que beaucoup d'entreprises françaises vont mettre la clé sous le paillasson, ils peuvent avoir une deuxième vie en Algérie. Il faut dire aussi qu'il est prêt et qu'il va évidemment, et ça s'est fait déjà, je pense, j'ai pas la certitude de l'abrogation du 51-49. Cet appel est adressé aussi quand il dit s'il y a des PME qui vont mettre la clé sous le paillasson en France, nous avons besoin de produire en Algérie, elles sont les bienvenues. Donc c'est une interview fourre-tout, c'est une interview où il y a, sur certains faits, il y a des choses qui sont intéressantes pour l'économie, mais pour le reste, je reste sur ma faim. Donc voilà. Alors, Hamid Lello, dans son chapeau, le journaliste qui a eu l'interview avec M. Tebboune, il nous dit ceci, hein, parlant de M. Tebboune. Voilà ce qu'il dit entre autres. Hein. Il compte aussi s'impliquer davantage dans les crises du voisinage en Libye et au Mali. Alors que, comme vous l'aviez précisé tout à l'heure, la doctrine de l'armée algérienne jusque-là est de ne pas s'impliquer, de ne pas intervenir directement dans les affaires extérieures. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui a changé et qui fait dire à beaucoup d'Algériens que tout ce micmac de la révision constitutionnelle, en fait, ce n'est que du brouillard pour enfumer les gens, pour faire passer cette disposition en particulier, pour pouvoir faire des offres de services aux puissances occidentales et envoyer l'armée algérienne au charbon à la place des soldats occidentaux. Oui, excellente question. Permettez-moi, en deux, trois mots avant de répondre à cette question, j'aimerais bien apporter une précision par rapport à ce que notre ami Idir avait dit. Le consommateur, il est français, il l'a bien confirmé dans ses analyses parce que Tebboune avait aussi promis que les sociétés françaises auront une deuxième virginité en Algérie. S'ils devaient investir en Algérie, il n'y aurait pas de problème. Donc ça s'adresse aux Français. Deuxième question. Alors, point, juste une précision. Que le régime algérien... Pardon. Juste une précision pour apporter... l'opinion algérienne. Pardon, pour apporter de l'eau à votre moulin. Hein. Excusez-moi, je vous laisse la parole. Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. D'ailleurs, voilà ce qu'il a dit exactement, M. Tebboune. La France vient de perdre sa première place de pays fournisseur de l'Algérie, mais ce n'est pas irréversible. Ça veut dire, à la limite, on ne fait plus de l'économie, on fait du politique. On peut décider politiquement qui sera le premier partenaire et qui sera le deuxième. Et je vous laisse finir. Ce qui conforme mon analyse, je veux dire que M. Idir a une perspective qui est bonne, qui est louable, mais aussi, il faut comprendre, ça c'est dans l'art de la communication. Quand je dis quelque chose, j'ai une audience qui est précise et je ne vais pas faire passer un message. Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit que le récepteur essentiel de ces interviews sont français. La deuxième raison, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement français ne peut pas tout faire sans l'aval du Parlement français. Et par conséquent, il donne une opportunité au régime algérien pour se faire une deuxième virginité et se présenter comme un partenaire fiable et honnête dans la région. Et le troisième point, c'est que ces interviews arrivent, comme par hasard, après les grandes manifestations de la diaspora algérienne en France. C'est pour dire aux Français, écoutez, il y a des Algériens... des insoumis algériens, des non-voulus, ou je ne sais pas comment vous les appelez, qui chamaillent en France, qui essayent de nous dénigrer. Mais au fait, nous, on est démocrates, on est bien, venez chez nous, investissez, on va faire du business ensemble. Donc, ceci sont juste quelques clarifications. La communication, comme j'ai dit, c'est un art. Et d'ailleurs, il y a certainement des conseillers qui donnent ces avis. Maintenant, quant à votre question par rapport à l'intervention militaire algérienne dans la région, encore, ça confirme, c'est du donnant-donnant, comme vous avez dit.
Et la France est prête à soutenir le régime algérien, précisément bien, pas à n'importe quel prix. Il faut payer. Il faut payer. Et un moyen de payer, c'est de nous aider à faire du nettoyage dans le jardin malien, libyen et dans la sous-région. L'Algérie, parce que c'est la proximité. Mais tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, quand il y a eu l'opération Berkane en 2012, les avions français avaient survolé le ciel algérien, et ils ne pouvaient pas se faire sans l'accord de l'état-major algérien. Pas pour dire qu'ils allaient leur interdire de faire ça, mais il fallait bien qu'ils les informent pour éviter un accident ou pour qu'il y ait une batterie anti-aérienne qui va contre-attaquer. Donc, la coopération militaire algéro-française a toujours existé. Ça va bien jusqu'aux accords depuis les accords d'Évian, et ça a continué de façon informelle. Mais maintenant, ça va se faire de plus en plus. Et avant ça, il faut aussi parler de la commission 5+5. L'Algérie en fait partie. C'est le bassin méditerranéen. Il y a 5 pays du bassin nord et 5 pays du bassin sud. Et donc, il y a une coopération militaire algérienne avec l'Europe. Et parce que aussi, il faut le reconnaître, l'Algérie est une fenêtre immense sur la sous-région, le Maghreb et le Sahel. Et donc la France a toujours compris qu'il fallait qu'elle passe par l'Algérie. Elle ne pouvait pas le faire jusqu'à maintenant parce que, pour des raisons et des considérations politiques. Mais maintenant que l'Algérie se retrouve dans une situation économique qui est quand même assez délicate, elle ne peut plus se cacher la face. Il fallait bien qu'elle coopère avec... Mais si elle coopère dans cette histoire libyenne, par exemple, si elle rejoint la position française, ça veut dire qu'elle va se mettre contre le gouvernement libyen reconnu internationalement. Elle va se mettre du côté de la France, mais aussi de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes, de l'Égypte. Ça veut dire que ça va être plutôt délicat comme position, particulièrement face aux Algériens. Comment pourrait-il, M. Tebboune, expliquer aux Algériens qu'il va se mettre comme ça du côté de Haftar, contre la volonté populaire d'une grande partie du peuple libyen, contre la reconnaissance internationale du gouvernement libyen? Il va bien falloir qu'il le fasse parce qu'il n'a pas le choix. Il a besoin de ces puissances internationales que vous venez de mentionner, qui ont des liquidités, qui vont lui promettre un soutien. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Et puis, les relations internationales, elles sont conjoncturelles, elles se font dans un contexte très particulier. Dans les relations internationales, on n'est pas amoureux de son plan. Le plan change en fonction de la donne actuelle sur le terrain. Et l'Algérie, maintenant, qu'on le veuille ou pas, le régime algérien a absorbé plus de 1000 milliards de dollars de pertes. Il n'en a pas fait grand-chose. Et maintenant, tout ce gaspillage, on va payer pour. Et il y a des conséquences. Il y a un prix. Il faut trouver de l'argent coûte que coûte. Il y a un prix à payer. Il faut trouver de l'argent coûte que coûte. Donc, avec les Saoudiens, avec les Émiratis. Il faut aussi trouver des soutiens extérieurs importants parce que, quand même, l'Algérie traverse depuis des années une situation très très difficile. Et depuis le démarrage du Hirak, le régime s'est retrouvé déstabilisé avec une perte de l'image qui se sont construites pendant des années. Et ils font très 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 attention. Et je reviens encore, je pense que le fait que la diaspora algérienne avait bougé ces dernières semaines en France, ça a quand même apporté des fruits. Et un de ces fruits, c'est le régime algérien qui à chaque fois essaie de s'adapter à la nouvelle donne. Et je tiens à signaler que les sit-ins et les manifestations des Algériens en France, à Paris notamment, qui sont pourtant massives, impressionnantes, n'ont pas été relayées du tout par la presse française. C'est un véritable blackout. On n'a pas écrit un mot sur ces manifestations. C'est encore une preuve supplémentaire que les puissances internationales, y compris la France, ne veulent pas du Hirak, ne veulent pas
qu'il y ait une démocratie réelle en Algérie, ils ne veulent pas du changement, et c'est pour ça que le Hirak tarde à se revigorer, tarde à se relever, à reprendre de l'avant et à succéder. Ça va prendre du temps, ça va demander de l'abnégation, ça va demander de la foi, de la croyance, des sacrifices et beaucoup de travail. Mais encore une fois, ça confirme que la diaspora algérienne n'a pas été infiltrée ni par les services français, ni par les services algériens. Ils sont restés indépendants, comme c'est le cas de la plupart des Algériens. Donc ça ne me surprend pas. Le contraire m'aurait surpris. Ok. Alors, Brahim Younsi, sur ce même sujet, je tiens d'abord à vous citer deux déclarations de M. Tebboune sur cette même question. Quand le journaliste lui dit « Comment jugez-vous le comportement de la Turquie en Libye ?» Autre sujet de la discussion avec le président Macron. Qu'est-ce que répond M. Tebboune? Je le cite. Regardez ce très beau prétexte qu'il a trouvé pour intervenir en Libye. Écoutez bien. Ça vaut le déplacement, franchement. La Libye nous a aidés pendant la guerre de libération en accueillant sur son sol des moudjahidines. Il est de notre devoir de lui porter secours. Et parlons du Mali. Alors voilà ce qu'il dit. Le président malien m'a dit que l'Algérie est le prolongement du Mali. Je lui réaffirme régulièrement la réciproque, que l'Algérie est le prolongement du Mali. Voilà les explications très, très diplomatiques, très politiques de M. Tebboune. D'abord, je maintiens que lorsqu'on s'adresse ou on parle dans un journal français, on s'adresse aux Algériens. Ceci d'une part, et parce que lorsque vous avez soulevé la question, lorsqu'il parle des entreprises françaises, où il invite les entreprises françaises à venir s'installer en Algérie, il s'adresse au peuple algérien pour leur dire que le travail arrive, que nous travaillons pour vous, que nous sommes en train d'inciter les entreprises françaises notamment à venir s'installer sur le territoire pour vous donner du travail. Et il le dit en même temps, en effet, aux Français, pour leur dire, nous allons fixer tous nos demandeurs d'emploi sur le sol algérien pour ne pas venir chez vous. Vous voyez, j'allais dire, la fusion qui existe entre la France et l'Algérie. Et tout à l'heure, Idir avait parlé ou reparlé de ce qu'on a appelé la communauté de destin entre l'Algérie et la France. Et Tebboune est dans cette communauté de destin. Il prend une certaine réalité, et il y a une réalité algéro-française, il faut le reconnaître, avec 5 ou 6 millions d'Algériens en France, et avec une économie française qui s'essouffle, il est vrai, en Algérie, mais qui veut se redéployer. Il y a cette communauté de destin entre les deux pays, que nous le voulions ou pas. D'autre part, sur la question du passage de l'armée française sur le territoire par le ciel algérien, cela a été déjà fait. Souvenez-vous c'est du temps de que l'aviation française, que l'Algérie a donné son autorisation à l'aviation française de traverser le ciel algérien. C'est clair. Mais il a été posé une question à Tebboune sur l'avenir radieux et, j'allais dire, presque les chemins tortueux. Cela me rappelle un mot de Léopold Sédar Senghor, et ce qui caractérise d'ailleurs la France. Dans ce mot, il dit « La France aime les lignes droites, mais elle prend toujours les chemins sinueux ». Donc, nous connaissons la France, et c'est vrai que la France a toujours pris les chemins sinueux. Et là, Tebboune, à mon sens, dans cette interview, mon ami Idir disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être derrière cet entretien une quarantaine de conseillers en communication. Je crois que Tebboune a montré, à travers les réponses qu'il donnait, et c'est là où le bas blesse, c'est la faiblesse à la fois du personnel politique algérien et la faiblesse
de l'Algérie. Je ne crois pas qu'il y ait du donnant-donnant. L'Algérie n'a pratiquement plus rien à donner, sauf à laisser le champ économique ouvert aux entreprises françaises, et encore... Mais il n'y a pas d'argent, Brahim Younsi. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont changé la doctrine militaire. Vous apportez de l'eau. Apportez de l'eau à mon moulin. Oui. C'est ouvrir le champ à la consommation, et c'est là où les entreprises algériennes qui n'existent quasiment pas vont pas se développer, vont mourir sur le plan économique, alors on a levé toutes les barrières aux produits notamment français, aux produits européens. Les entreprises algériennes, celles qui voulaient émerger ou qui pouvaient émerger, mourront tout de suite si on laisse le champ, notamment aux entreprises françaises, à venir s'installer comme cela, en supprimant le 51-49 en Algérie. Cela est d'une évidence pour moi claire que Tebboune essaye de vous avez aussi sur la question libyenne et malienne, et notamment sur la question libyenne, montré la contradiction dans laquelle se trouve le pouvoir d'Alger. S'il fait alliance avec la France sur la question libyenne, cela veut dire qu'il épouse la position française, la position égyptienne, la position d'Haftar, etc. Voyez saoudienne et émirati aussi. Oui, absolument, émirati et d'autres. Mais Brahim Younsi, comment pourrait-il, Brahim Younsi, si demain il s'engage dans cette voie en Libye ou au Mali, contre la volonté des peuples, aux côtés de forces très réactionnaires, comment pourrait-il expliquer aux Algériens, qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'il va agir pour la démocratie, qu'il va agir pour le bien du peuple? Comme il vient de le dire, la Libye s'est engagée avec nous du temps d'Athora, en recevant sur son sol nos moudjahidines, donc nous allons les libérer nous aussi. Mais tous les Algériens connaissent la situation aujourd'hui. Ils savent que c'est un affrontement à l'international, quasiment, pour se positionner de façon géostratégique dans une région mitoyenne au Sahel, qui est devenue quasiment le centre du monde géostratégique de demain. Si cela se faisait, cela veut dire que l'Algérie aura changé totalement de position et de stratégie. Cela veut dire que l'Algérie a les pieds et les poings et les mains liés. Et la question n'est pas seulement économique. Je crois que c'est l'illégitimité du régime ce régime, ce gouvernement illégitime qui, 7 ou 8 mois après avoir été installé, il n'a strictement rien montré. Et il y a une chose qui est saisissante, en tout cas à mes yeux, c'est la question des essais nucléaires. Quand Tebboune dit nous pouvons passer l'éponge sur un certain nombre de choses, notamment sur les indemnisations. Il dit la seule chose où il faut indemniser, c'est sur la question des victimes des essais nucléaires au Sahara. Sachant cela, le pouvoir d'Alger, le pouvoir illégitime d'Alger, a envoyé des milliers d'Algériens précisément dans les camps de concentration, sur les sites, absolument, sur les sites nucléaires, sachant pertinemment que tous ces détenus dans le sud allaient être contaminés par les effets radioactifs. Voyez la contradiction, et plus que la contradiction, dans laquelle se trouve ce régime qui, à mon sens, ne sait plus où il va. Il est complètement déboussolé. Quant à la doctrine militaire dont vous parlez, il n'y a jamais eu de doctrine militaire algérienne. Du moins celle qui consiste à ne pas intervenir à l'étranger.
du moins. Oui, mais vous le savez mieux que moi, c'est Jamel, que les interventions à l'étranger ont déjà eu lieu dans un certain nombre de théâtres d'opération. Il faut le dire. Et il n'y a pas véritablement de doctrine. Certains disent même que cette doctrine est constitutionnalisée et elle n'a jamais été. Elle ne l'a pas été, oui, effectivement. Effectivement, c'est un principe comme ça. C'est un principe qui n'est pas constitutionnalisé vraiment. L'armée algérienne, d'ailleurs c'est stupide de le dire, parce que la sécurité d'un pays se trouve au-delà de ses frontières. Absolument. Si vous attendez qu'une armée rentre chez vous et rentre jusque dans votre territoire pour la faire sortir, c'est totalement stupide. Bon, beaucoup d'États aujourd'hui pensent, et c'est Henry Kissinger l'avait dit déjà dans les années 60, que la sécurité des États-Unis allait jusqu'en Afrique du Nord. La sécurité de l'Algérie va au-delà de ses frontières, parce que les menaces se font au-delà de nos frontières. Les menaces ne sont pas simplement internes, ou ne sont pas internes. Donc cette doctrine militaire est une doctrine fumeuse et fumiste quelque part. Restez avec nous, Brahimi aussi. D'abord, même question. Comment demain, Tebboune pourrait-il expliquer aux Algériens qu'il est obligé de faire intervenir l'armée algérienne à l'extérieur, chose qui n'a jamais été faite jusque-là? Quel prétexte pourrait-il invoquer? Bon, il y a des tas de prétextes qu'il pourrait éventuellement invoquer, mais pour cela, faudrait-il qu'il ait un Parlement issu d'élections propres et honnête, comme disent les Algériens. Rendez-moi grâce, ça fait plus de 2 ans et demi que je parle de nouvelles doctrines militaires. Mais ici, il ne faut pas parler simplement de doctrine militaire dans le sens, est-ce qu'on va jouer sur la mécanisation de notre armée, sur l'aviation, sur la marine? Ça, c'est pas ça le problème. Ça, c'est pas de la doctrine. La véritable doctrine militaire vient en appui de la doctrine diplomatique. Si, c'est pour répondre à monsieur des États-Unis, monsieur son nom. Monsieur Hamid Lelou. Monsieur Lelou. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, le fait de vouloir projeter nos forces à l'extérieur, c'est une manière d'appuyer notre diplomatie. Rappelez-vous ce que M. Boukadou m'a dit il y a 2-3 jours. On ne laissera pas ce qui se passe en Libye. Et ça, c'est une déclaration en termes diplomatiques, c'est une déclaration à la limite belliqueuse par rapport à ce qu'il y a. Ça, c'est le deuxième élément. Et il nous parle de Barkhane et pas Barkhane et le fait que les avions français aient traversé. Bien sûr qu'il y a eu des accords là, il y a des niveaux d'analyse sur lesquels il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, quelle a été la contrepartie qu'on a exigée aux Français? Est-ce qu'ils devaient surveiller hermétiquement une partie de notre frontière au Nord-Mali, c'est-à-dire vers les Ifora, parce que nous avions déjà la crise qui était en Libye, hein? Donc c'était pour... Est-ce que notre armée était prête à ce moment-là à surveiller plus de 2400 km de frontières, sachant qu'on vivait à toutes nos frontières des événements d'intensité diverses et de nature diverse? Ça c'est pour... Concernant maintenant M. Tebboune et son interview, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Elle s'adressait un peu à... Il faut retenir les éléments de langage politique. Vous l'avez très bien dit, monsieur Benchenouf, tout à l'heure, en disant, dans son interview, vous avez été détrôné, il n'a pas dit la Chine, mais vous êtes devenu le deuxième partenaire. Ce n'est pas irréversible. Oui. Ça veut dire quoi dans ce langage-là? C'est-à-dire, faites des concessions sur ci, faites des concessions sur ça. Quant à dire que les services, le Hirak en France, le Hirak en France et en Europe et aux États-Unis continuent à fonctionner, c'est une excellente chose. Mais je pense qu'à un moment, il faut que cela cesse. C'est le Hirak, nos compatriotes sur le territoire national, qui prennent le plus grand des risques. Nous sommes là pour sortir tous les dimanches, ici, pour leur dire nous sommes là. Mais ils doivent faire preuve de citoyenneté, ils ne doivent pas s'exposer par rapport à cette crise sanitaire. Je pense qu'à raison garder, il faut être non seulement responsable, et de deux, savoir retenir cet enthousiasme qui peut nous amener à la catastrophe. Oui. Quand, d'un point de vue général, la diplomatie algérienne qui était atone, la crise libyenne, Ibrahim a tout à fait raison.
les problèmes qui se situent dans nos pays, dans les pays frontaliers à l'Algérie, c'est notre première zone de sécurité. Et pas simplement au Mali, pas simplement en Libye, au Niger, s'il y a quelques soucis. Rappelez-vous tous les attentats qu'il y a eu sur l'armée nigérienne il y a de cela quelques semaines. Et même en Tunisie. Et le fait que moi je suis partisan que notre armée puisse, notre armée est dans un état évidemment, dans une autre forme d'état, dans un autre système, et cette capacité à intervenir à l'étranger. Le monde est en train de se faire sans nous. Je ne parle pas de la mondialisation ou de la globalisation, nous sommes un pays marginal. Mais dans le cadre géostratégique sur le Sahel et sur le Maghreb, nous avons encore un rôle à jouer. Ça c'est un. Et de deux, notre pays doit reprendre un peu, Inch'Allah, avec la transition, avec une nouvelle équipe de la démocratie, de l'état de droit, on pourra reprendre notre citoyenneté, on aura une véritable assemblée. Et si dans la Constitution, il faut les 2/3 du Parlement, c'est-à-dire à la fois du Sénat, si on reste dans le bicaméralisme, ou on reviendrait à une Assemblée nationale, puisse donner son feu vert. Tout ça se construit. Oui, mais en l'état, un Tebboune qui vous dit oui, l'armée elle ne pourra intervenir que si le Parlement intervient, alors que tous les Algériens, il n'y a pas un Algérien qui ne sait pas que les postes de députés, ça s'achète, ça se vend aux enchères, au souk. C'est des quotas qui sont attribués aux uns et aux autres. Mais sinon, Idir Ounouroun, je voulais... Monsieur Benchenouf, excusez-moi, juste pour vous interrompre, je suis vraiment confus. Oui. Ça nécessite déjà une réforme de la Constitution. Oui. On n'y est pas encore. C'est ça. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Alors, une autre question pour essayer de voir à qui il s'adresse vraiment M. Tebboune à travers ces hallucinantes déclarations. Écoutez ce qu'il dit. Et là, on comprend aussi que ce n'est pas l'opinion publique algérienne qu'il s'adresse, puisque tous les Algériens savent ce qu'il en est réellement de la presse algérienne. Ils connaissent les 40 télévisions que le régime a créées. Ils savent comment les journalistes sont devenus des relais du régime à un point absolument hallucinant que personne n'imagine quand on ne vit pas en Algérie. Et ils savent que des journalistes, en ce moment même, il y en a 4 qui sont en prison, dont notre confrère Abdessameh Abdelhaï. Alors, écoutez ce qu'il dit aux journalistes dans l'interview. Au sujet de violation de la liberté de la presse, etc. Il dit « C'est faux. En matière de liberté d'expression, nous sommes le seul pays de la région à avoir plus de 160 quotidiens dont certains sont très caustiques. Nous les soutenons à travers la publicité, regardez un aveu, et le tirage de leurs journaux par des imprimeries de l'État. Ça veut dire on leur donne de l'argent de la pub et on leur tire gratis. Ils ne se privent pas de porter la contradiction politique. C'est incroyable quand même de dire ça à un moment pareil. Ça c'est on rase gratis. Là, il a acté que toute la presse, une grande partie de la presse, puis il y a des titres, 160 titres, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Il est dans une approximation la plus totale. Il y a évidemment des titres qui ont été finalement caporalisés par le pouvoir à travers les fameux réseaux de la NEP, la police politique, etc. Moi, j'ai toujours dit une chose, je risque de me tromper, me mettre la presse à dos. Il n'y a pas de presse libre en Algérie, il y a peut-être des journalistes libres. Je reviens à Hamid Lelou. Vous savez que pendant sa campagne électorale, l'une des premières, la principale, je vais dire, la principale promesse électorale de Tebboune est de rapatrier les fonds qui ont été pillés par les barons du régime qui ont été installés en Algérie, des fonds qui ont été pillés par des gens qui travaillaient avec lui. Soit dit en passant, ses comparses, ses collègues, ses supérieurs, ses subordonnés, et qui se chient. D'ailleurs, même quand on lui a posé la question, le journaliste naïf lui a dit combien après? Il lui a dit oh, beaucoup. Il lui a dit 10 milliards de dollars après. Il lui a dit oh, 10 milliards, c'est très loin de ça. Et donc, il a même dit d'ailleurs, cet argent va me permettre à financer mon programme. Vous imaginez? Alors, un programme, c'est à peu près au moins 100 milliards de dollars. Donc, cette promesse de M. Tebboune de rapatrier les fonds, très vite et sûrement, sans aucun doute, on aurait pensé que c'est le moment
de poser le problème sur la table avec Macron, puisque la France est le réceptacle d'une grosse partie de ces fonds qui ont été pillés à l'Algérie, puisque la France, c'est connu, hein, c'était une sorte de plateforme du blanchiment d'argent des barons du régime. Et là, dans cette interview, il n'en a pas soufflé un mot au sujet de cet argent qu'il nous avait promis de rendre au pays. Oui, comme vous me l'avez bien dit, c'est une promesse électorale. Quand il y a une élection, même dans les pays les plus démocratiques, ils promettent beaucoup de choses et une fois qu'ils sont élus, les présidents ont tendance à oublier leurs promesses. Ça, d'un côté. De l'autre côté, pour récupérer tous ces fonds qui ont été détournés à l'étranger, dans la plupart, ils ont été détournés dans les pays appelés démocratiques, qui sont gérés par des réglementations, par des lois, etc., etc. J'ai fait des recherches là-dessus. Et pour récupérer les fonds qui ont été détournés à l'étranger, d'abord, il faut qu'il y ait une demande officielle de l'État algérien, s'il y a État. Deuxièmement, il faut qu'il y ait que l'État algérien prouve que cet argent a été dilapidé et qu'il prouve que les bénéficiaires de cet argent sont tels et tels et qu'ils passent en justice. Donc, normalement, si les choses sont faites de manière la plus normale, il faudra attendre la fin de ces procès intentés à ses anciens camarades. Il faut que les procès prouvent que l'argent a été détourné, qu'ils puissent tracer cet argent pour le retrouver et enfin aller vers les instances internationales, les banques, les gouvernements, etc. et faire une demande officielle. S'il n'y a pas cette demande officielle, les banques étrangères, que ce soit en Mais France, une telle procédure, ça prendrait des années, si ce n'est des décennies. Absolument. Et d'ailleurs, Tebboune, si demain on lui pose la question à nouveau, il va avoir un argumentaire, il va argumenter que moi j'ai promis, j'ai lancé la procédure de notre côté, mais la procédure prend du temps, c'est très bureaucratique, ça prendrait de 5 à 10 ans au moins avant de pouvoir récupérer cet argent. Encore faut-il que l'État algérien fasse une demande officielle appuyée par des preuves irréfutables, parce que aussi c'est l'argument qui est utilisé de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique, qui prétendent qu'on ne peut pas enlever l'argent à quelqu'un sans apporter de preuves que l'argent a été volé. Et bien sûr, ils voudraient garder cet argent comme un cash flow autant que possible et pouvoir travailler avec, parce que ça se chiffre à des milliards et des milliards de dollars. Donc, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Et même s'il faisait une demande officielle, je dirais que ça va prendre des années avant qu'on en voit la couleur. Alors, le journaliste lui pose la question s'il compte se représenter un deuxième mandat, alors qu'il vient juste de commencer le premier, et un mandat pour lequel il n'a pas été élu, pour lequel il a été installé par les généraux. Et il dit oui, c'est comme s'il réfléchissait. Il dit je vais voir, pour un deuxième mandat, il laisse supposer que c'est possible. Hein. Et il dit, pour rassurer les gens, je ne compte pas m'éterniser au pouvoir. Et je rappelle qu'il a 75 ans. Hein. Oui, ils aiment bien maintenir ce suspense. C'est un petit peu comme on disait maintenant. Vous savez, avec le temps, on va découvrir un nouveau Tebboune. Pas un nouveau, mais un Tebboune différent. Avec l'exercice du pouvoir, avec le temps, avec les conseils, il va apprendre à communiquer mieux et à ruser mieux. Ceci dit, c'est encore tôt, même ici dans les pays démocratiques, on demande à des officiels s'ils vont se présenter aux élections, ils attendent la dernière minute parce qu'ils veulent voir qui se présente, qui ne se présente pas. Et encore une fois, ça confirme ce que je disais, il s'adresse au public extérieur qui, lui, comprend ce langage diplomatique. Bien sûr, il n'ignore pas l'algérien, mais en général, moi, je pose la question à
à tout le monde depuis quand le régime algérien se soucie de l'opinion de l'opinion publique algérienne. Ils ne se soucient pas, ils imposent. Il n'y a ni parlement, ni élection, ni concertation, ni rien du tout. Ils ne respectent pas le peuple. C'est un gouvernement sans peuple. Donc, par contre, pourquoi je dis, et je reviens à une observation de notre ami Edir de Paris, quand je dis que la diaspora a fait bouger les choses, je vais vous donner une preuve. La preuve, c'est qu'au niveau des relations internationales, les États, y compris les États non légitimes, font très attention à leur réputation. C'est comme ça que les institutions internationales font du pressing. Et surtout en France, où le régime, c'est sa partie la plus sensible. Hein, et c'est pour ça qu'il est en train d'envoyer des gens pour essayer de faire éclater le Hirak. Hein, c'est pas pour rien. Absolument, il ne faut pas essayer de faire diminuer l'importance du Hirak aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que avec le Covid, avec les circonstances actuelles, on a du mal à se réorganiser, mais quand même, il y a eu des milliers d'Algériens qui sont sortis dans la rue, et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, Brahim Younsi, oui. Parce que c'est la chouma, comme on dit, c'est faire honte. C'est faire honte au régime. Le régime ne voudrait pas que les gens à l'extérieur voient qu'il y a des Algériens qui sortent librement et disent qu'on a un régime totalitaire, on a un régime qui est illégitime et qui... Et ce n'est pas l'image qui est véhiculée par la presse française. Hein. À voir l'interview de France 24, de l'Opinion, des autres journaux qui donnent du régime une image presque idyllique, celle d'une véritable république à la limite. Brahim Younsi a dit que la presse française était totalement indépendante. Oui. Brahim Younsi, Hamid Lelou nous dit qu'avec le pouvoir, l'exercice du pouvoir, vient la suffisance. Et on dirait que M. Tebboune est réellement entré dans son costume, qu'il est en train... Au point où, parlant de la presse algérienne, il a dit regardez, moi j'accueille la presse algérienne alors que du temps de Bouteflika, il n'était jamais reçu Al-Mouradia. Il n'a pas dit par contre que... Et c'est un journaliste d'Al-Watan qui l'a reconnu, hein, dont le directeur avait été reçu par Tebboune, que les questions que posent les journalistes leur sont imposées à l'avance. On leur dit « voilà la question que vous posez ». Et donc, est-ce qu'il est en train de prendre de l'envergure dans sa tête, bien sûr, hein, M. Tebboune? Je ne le rentre pas dans sa tête, mais j'ai commencé par dire qu'il a confirmé son insignifiance. Si je peux me permettre, je respecte bien sûr son opinion, avis, mais je ne suis pas d'accord avec M. Lalou sur le pouvoir qui ignore le peuple, l'avis du peuple. Aujourd'hui, depuis le 22 février, ce qui compte aujourd'hui est le maître des horloges à l'intérieur et à l'extérieur concernant l'Algérie. C'est le peuple. C'est le peuple. Et l'opinion, enfin, quand on parle d'opinion, je vois que globalement l'opinion française n'est pratiquement pas du tout au courant de ce qui se passe en Algérie. Parce qu'elle a ses propres problèmes, des problèmes sérieux. Mais l'opinion algérienne compte aujourd'hui, parce qu'il y a une opinion aujourd'hui, depuis le 22 février, il y a une opinion algérienne. Et le peuple algérien, il est évident qu'il ne renoncera pas à ses acquis, à tous les acquis qu'il a obtenus depuis le 22 février. Et le pouvoir illégitime le sait. Et à l'extérieur également, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de relais médiatique. Il n'y a pas de relais médiatique. Mais les pouvoirs étrangers, les pouvoirs où nous nous trouvons en France, en Angleterre et ailleurs, aux États-Unis, etc., savent ce que les Algériens, la mobilisation des Algériens, quant à l'illégitimité du régime et l'opposition qu'ils font à ce régime. Je crois que c'est extrêmement important et c'est la première fois dans l'histoire
de l'Algérie indépendante que ce mouvement révolutionnaire se passe. Et se passe, évidemment, on le répète à chaque fois, de la façon la plus pacifique. Quant à la question de prouver, de juger les corrompus dans leur pays pour pouvoir faire une demande officielle aux États. Il y a une résolution des Nations Unies. La corruption ne se démontre pas. On ne peut pas démontrer la corruption. Évidemment, ils ne vont pas laisser des signatures. Impossible. Pardon ? Ils ne vont pas laisser des signatures. Ils ne vont pas laisser des décharges. Oui, absolument. Oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour établir ce genre de... Ça peut ne pas prendre. Il y a des accords, il y a une résolution des Nations Unies qui favorise la collaboration entre les États et bien entendu à travers la justice. Mais si ce qui fait office d'État chez nous s'adresse à l'État français, nous allons attendre si M. Tebboune va le faire sur la base de cette résolution. Il ne s'est pas encore adressé, il ne s'est adressé à aucun État, alors que le chef de l'État qui préside aux destinées de l'Algérie aujourd'hui sait où se trouve l'argent et sait quels sont les coupables, quels sont les voleurs. Il l'a dit lui-même, il a dit « je sais précisément où se trouve l'argent ». Il l'a dit. C'est ce que je reviens à ce que, et c'est un mot de Yankelevitch, il y a un non-vouloir, un non-volonté de vouloir. Nous sommes encore avec ce régime, toujours, sur le je ne sais quoi, pour reprendre Yankelevitch, et la non-volonté de vouloir. C'est parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a un système, et le même système mafieux, et je ne vois pas du tout ce chef de l'État devenir véritablement un chef de l'État, parce qu'il est faible, y compris intellectuellement faible. Et restez avec nous, Brahim Younsi. Sur le plan, il y a une faiblesse de la personnalité. Ce n'est pas, il faut le dire, ce n'est pas la personnalité des ex-locataires, comme on dit ici, d'El Mouradia. Ce n'est pas la personnalité de Bouteflika, il faut le dire. Bouteflika, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, avait une personnalité. Ah oui, pour ça, je ne vous le fais pas dire. Bien affirmé. Pardon de vous interrompre, Brahim Younsi, nous sommes arrivés à la fin, nous avons même débordé. En mot de la fin, j'aimerais que vous nous disiez comment faire pour essayer de faire la différence, parce que ces gens ont réussi à tout mélanger, parce que les Algériens n'ont rien contre le peuple français. Le peuple algérien n'a rien contre le peuple français. C'est le régime, c'est cette connivence chafouine, sordide, qui existe entre les gouvernants de l'un et de l'autre pays, qui est à dénoncer. Mais comment faire pour que les peuples essayent de se comprendre les uns les autres et pourquoi pas de s'entraider à faire la lumière sur cette connivence? Le souci majeur, c'est d'arriver à l'apaisement de la mémoire. Entre les deux peuples, parce que c'est un problème de citoyens. Les États, quant à eux, doivent mettre tous leurs moyens pour œuvrer dans cette direction. Ça pourra soulager à la fois le peuple algérien qui a été victime dans sa chair d'atrocités et le peuple français. À partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir des relations apaisées d'État à État, ça prendra du temps. Il y a des exemples contemporains du siècle dernier, on va dire. Il y a les États-Unis avec le Vietnam, il y a eu la France, Kohl et Mitterrand, et tenez-vous bien, c'est pas rien. Donc on peut y arriver. Mais le fait qu'on ait, à travers cette forme d'idéologisation de la question de la colonisation par le pouvoir algérien, on a instillé dans la société algérienne un sentiment anti-français, anti-peuple français. Oui. Par contre, il faut condamner l'ordre colonial français. Oui, mais comment arriver à une fraternité retrouvée? Ça, c'est j'espère que ce sera... Je juste M. Benchnouf en disant oui. Il faut à tout prix qu'il y ait des appels qui soient lancés, à la fois par les politiques, à la fois par les relais médiatiques, afin que le peuple algérien puisse respecter toutes les mesures barrières. La situation est grave
nos concitoyens vivant sur le sol national ont besoin d'encouragement. Il faut à tout prix leur apporter du soutien. Et je terminerai par ça en disant le Hirak est là, c'est une révolution, ça ne se terminera pas. Il faut attendre le bon moment pour reprendre cette révolution, mais dans des conditions sanitaires comme ça, la responsabilité exige de nous d'être responsables justement. Merci Edir Ounoren, merci Ibrahim Younsi, merci Hamid Lellou. En effet, la situation est gravissime en Algérie. La pandémie est en train d'exploser littéralement. Le seul moyen réel qui nous reste, c'est de respecter ces mesures de protection individuelle, ces mesures de confinement, puisqu'il n'y a pas d'autres moyens pour le moment. Bqaw ala khair, b'salama.